Havaianas vous présente le rendez-vous de l'info. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Ce soir, 3 invités sur le plateau. Antoine Karam, sénateur de Guyane. Depuis qu'il est sénateur, comment il se sent dans ce nouveau costume? Il va nous répondre d'ici quelques instants. Ronald Lageneur, pour la première fois en Guyane, ce tennisman qui nous a fait rêver à une certaine époque. Si vous ne connaissez pas sa carrière, on va en parler bien sûr, et il va nous dire pourquoi il est en Guyane, venu grâce à la Ligue de tennis. Et puis notre troisième invité, Eric Van den Driesch, professeur d'Aquafit. Il y aura cette nuit d'Aquafit, justement. On va en parler ce soir. Pour ceux qui ne savent pas faire du paddle, ça sera l'occasion d'en parler ce soir. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Gilles. Ce soir, Retour sur Guyane Pionnière. Donc, Nous avions reçu Mme Bonifaci, la responsable, la semaine dernière. Eh bien, j'ai assisté à la réunion de rentrée des pionnières. C'était à la maison des associations de Kourou, samedi dernier. Le rendez-vous de l'info qui démarre tout de suite avec la rédaction d'ATG. Voici le journal tout en images. Il n'a pas encore 18 ans et pourtant Whitley Gova a reçu ce matin une médaille d'acte de courage et de dévouement. Une récompense pour avoir pris la défense d'un enfant de 6e lors d'une agression. Les faits remontent au 12 janvier dernier devant le collège Néron de Remire-Montjoly. J'étais assis, il était en train de jouer devant son collège et je le regardais jouer comme c'était du football, j'aime le football. Et le garçon est venu, il regardait une vidéo entre-temps sur son portable et il a pris son portable. C'est un petit garçon de 11 ans, que ça ne se fait pas et qu'un autre de 18 ans le fait ça. C'est pas de sa force. Il ne peut pas combattre avec lui. Whitley réussit à récupérer le portable du collégien, mais il est ensuite pris à partie par les racketteurs. Il est roué de coups et blessé par un couteau. Grâce à son sang-froid, il fournit une description précise de ses agresseurs qui permet aux forces de l'ordre de les interpeller rapidement. Un acte de bravoure récompensé aujourd'hui. C'est une médaille qu'on accorde assez rarement. Il a défendu un 6e au péril de sa vie. Il n'a pas réfléchi avant de lui porter secours. Donc cette médaille, c'est aussi le symbole que la violence est l'affaire de tous. C'est bien entendu l'affaire de nous tous, citoyens. C'est bien entendu l'affaire de l'État. C'est l'affaire des enfants. Mais c'est avant tout une question d'éducation et d'engagement des parents. L'insécurité aux abords des établissements scolaires, un fléau en Guyane. Mais depuis quelques mois, le partenariat entre le rectorat, la gendarmerie et la police commence à porter ses fruits. Tripler nos patrouilles et on a vraiment un très bon partenariat avec l'éducation nationale. Donc le côté positif, c'est que le nombre de faits a diminué fortement. Le côté négatif, c'est que c'est des faits d'une gravité plus grande et que les malfaiteurs, en quelque sorte, désormais agressent les élèves à 300 ou 400 mètres des établissements. Le processus de sécurité sera bientôt revu. Le préfet se rendra demain dans le collège pour rencontrer les élèves et échanger avec eux au sujet des agressions aux abords des établissements scolaires. Les membres du SGEN et du CFDTG se sont concertés ce mardi sur les problèmes liés à l'insécurité et la prise en charge des élèves au sein de l'Académie de Guyane. Ils dénoncent une prise en charge totalement déconnectée de la réalité de la part du rectorat et avouent avoir très peu d'espoir dans le pilotage de l'Académie dans le futur. Aujourd'hui, selon eux, la violence aux abords des établissements créés par des jeunes souvent encore scolarisés ne rentre dans aucune sanction prévue par l'éducation nationale. L'établissement comme en dehors devrait, selon les CPE, bénéficier des mêmes mesures contre l'insécurité. Nous voulons une politique académique claire et globale de tous les problèmes de violence. Nous ne voulons pas de solution au cas par cas, comme cela est présenté et proposé depuis quelque temps. Du cas par cas, nous savons faire et ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut une gestion globale des problèmes de violence. Quand on nous dit qu'il faut qu'on associe les élèves, qu'on parle des maisons de lycéens, nous savons le faire dans les lycées. Les instances représentatives ont été d'ailleurs mises en place, les CVL ont été mises en place. Je tiens à rappeler que les instances académiques CAVL n'ont pas été mises en place en Guyane. Je crois que nous rentrons dans l'histoire dans ce département, puisque cette instance n'a pas été élue. Le CNVL, qui est le Conseil national de vie lycéenne, a été élu au niveau national sans aucun représentant de vie lycéenne de Guyane.
Depuis le début d'année scolaire, les agressions aux abords des écoles vont bon train. Les lycéens ne se sentent plus en sécurité. Le personnel reste perplexe devant le peu de réactions vis-à-vis des violences toujours plus graves. Nous, pour l'instant, nous ne voyons pas beaucoup de réactions parce que les problèmes continuent. Les personnels sont en souffrance. Le dernier exemple, c'est quand même à Balata où les collègues ont demandé des moyens pour pouvoir, par exemple, accueillir les jeunes plus tôt dans les établissements scolaires pour justement lutter contre ces problèmes de violence. Les moyens n'ont pas suivi et maintenant on constate qu'on nous demande à nouveau de pouvoir mettre en place des moyens dans les établissements pour accueillir les enfants plus tôt. Mais les moyens, il faudrait peut-être nous les donner pour que ces enfants puissent être accueillis très tôt dans les établissements scolaires. À la veille de la nouvelle collectivité territoriale, c'est vers les élus locaux que se tournent les membres du SGEN et du CFDTG. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'effectivement les élus puissent se mettre assis à table ensemble et qu'au niveau rectoral, qu'il y ait une véritable politique académique territoriale de la gestion des phénomènes de violence en Guyane. Beaucoup n'avaient jamais mis les pieds dans le tribunal de grande instance de Cayenne, et tant mieux, car ces lycéens ont pu pénétrer d'autant plus sereins, accompagnés de leurs professeurs dans le cadre de leur programme scolaire. Ils viennent se faire une idée un petit peu du fonctionnement de la justice, du cadre judiciaire à Cayenne. Leur programme est assez restreint, mais ils doivent savoir comment fonctionne la justice, quels sont les acteurs de la justice. Et les faits d'actualité étaient tout à fait intéressants, puisque par ailleurs, ils doivent animer des débats. Ces séances de découverte permettent aux jeunes d'avoir accès à une salle d'audience, de découvrir les différents métiers de la justice et de comprendre son fonctionnement. Moi, je pensais qu'il allait y avoir des jurés et tout ça. Et puis après, mon prof m'a dit que non. Et aussi, bon, à la télé, on dit directement coupable. Et s'il y a eu un tas j'ai vraiment été surpris, quoi, comment on défendait le client. Et puis j'ai vu que ça, au fur et à mesure, ils ont continué. Et après, il y a eu beaucoup de défense, il y a eu beaucoup de propos, beaucoup de tout ça. Ce n'était pas une journée ordinaire pour ces lycéens de Melchior. L'occasion pour eux de prendre conscience de la manière dont se déroule un procès. Ils ont pu observer le personnel qui intervient lors d'une affaire qui passe en jugement, noter le rôle de chacun, le protocole et les procédures habituelles. Voir témoigner les accusés, des moments qui resteront sûrement gravés à jamais. Ils sont censés nous protéger, mais les radars sont souvent pris pour cible. Chaque année, des dizaines d'appareils sont détruits ou détériorés. La Guyane, qui ne compte pour l'instant que 8 radars, n'est pas en reste. La semaine dernière, c'est celui de Montabo qui a été tagué, une détérioration qui n'a pas tout de suite été remarquée. C'est un radar qui flash relativement peu puisque les gens suivent bien la consigne et le contrôle automatisé ne s'est pas rendu compte du problème et c'est nous qui avons averti le contrôle automatisé pour que les vitres soient changées, ce qui devrait être fait dans les jours qui viennent. Parmi les radars les plus souvent dégradés, celui du pont du Larivot et celui de Matoury. Détériorer un radar peut coûter jusqu'à 45 000 € d'amende et 3 ans de prison. Pour les radars tagués, la sanction est une amende de 7 500 € assortie de travaux d'intérêt général, car un radar hors service est un manque à gagner pour l'État. C'est un préjudice et d'autant plus important que l'argent qui est consacré aux réparations des radars vandalisés, c'est de l'argent qui ne va pas dans les actions de sécurité routière. Donc on fait la double peine aussi, puisqu'on n'a plus de radars, mais on n'a plus moins d'actions de sécurité routière financées par les radars. Le nombre de dégradations reste néanmoins peu élevé par rapport à d'autres départements français. Des mesures en Guyane pourraient être également prises pour empêcher la détérioration, voire la destruction des radars. Dans le cadre de sa participation au championnat de France de Torbal, l'association Cœur Handicap a bénéficié ce matin d'une aide financière de la région Guyane. 7 billets d'avion offerts afin de permettre aux jeunes sportifs d'aller participer à la première phase de la compétition. Le Torbal, sport des non-voyants par excellence, est pratiqué depuis peu par une équipe de joueurs guyanais. Dirigée par l'association Cœur Handicap, cette équipe fait partie de leurs objectifs de valorisation des personnes à handicap du département. Écoutez, nous, au départ, on avait fait cette discipline, on avait monté cette discipline pour le loisir. Bon, ça se trouve qu'on a vraiment eu des bons compétiteurs dans l'équipe. On a recruté pas mal de gens qui sont de grande valeur. Donc du coup, on a décidé d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire de les amener justement au niveau national, de manière à ce qu'ils puissent s'épanouir et montrer un peu que aussi les handicapés guyanais aussi se bougent et aussi s'investissent dans l'handisport.
Au-delà de la compétition, la participation au championnat ne se limite pas qu'aux résultats. Cœur Handicap a aussi pour objectif de développer la filière handisport. Un de leurs jeunes profitera de ce voyage afin de se former au métier d'encadrement du torbal, avec à la clé un emploi au sein de l'association. Mais toujours les nouveaux groupes, tous les nouveaux membres là, je les ai aussi en fait un peu appris à mieux lancer et tout. Tout ce qui est niveau tactique. Mais bon, je pense que c'est une bonne opportunité, il faut la saisir. Bon, moi je pense que c'est une bonne chose afin d'apporter au mieux notre soutien aux personnes en situation de handicap. Pour leur premier match, les Caïmans Noirs, comme ils se sont nommés, iront dès ce soir à Clermont-Ferrand afin de disputer leur premier match dans les prochains jours, avec un match retour prévu au mois de juin. On est là, Caïmans Noirs! On est là, Caïmans Noirs! On est là! De retour sur le plateau du rendez-vous de l'info avec notre premier invité, Antoine Karam. Bonsoir. Bonsoir. Sénateur de Guyane. Comment vous vous sentez dans ce nouveau costume? Comme toujours, je n'ai pas changé, je n'ai pas pris de poids, c'est important, il faut le dire. D'accord. Donc je conduis mon action de sénateur de la Guyane depuis le 28 septembre. Alors, certes, vous ne changez pas, mais être sénateur, c'est quand même nouveau. Vous étiez président du conseil régional, conseiller municipal, enfin bref, vous avez toujours... Encore conseiller général. Conseiller général, pardon, voilà. Conseiller général. Bon, être sénateur, ça change quand même un homme, un petit peu quand même, non? Oui, ça change dans la mesure où il faut se déplacer, faire au moins 2 fois par mois le trajet entre Cayenne et Paris et retour. Et puis l'action sénatoriale n'a pas grand-chose à voir avec l'action de proximité lorsqu'on est exécutif régional ou lorsqu'on est conseiller général. Ceci dit, je me suis très vite adapté à cette responsabilité puisque j'ai un parcours et l'expérience qu'il faut pour pouvoir assumer cette mission. Alors, vous êtes membre de la commission Affaires étrangères Défense, c'est une des commissions les plus importantes donc au Sénat, vice-président de la délégation d'Outre-mer, membre de la délégation aux entreprises, groupe d'amitié France-Brésil et aussi France-Guyane. Ça fait beaucoup de choses et ça fait beaucoup de liens également, beaucoup de contacts aussi. C'est un travail de réseau, c'est un travail de parlementaire. À ce titre, en étant au groupe d'amitié France-Brésil, j'ai déjà rencontré l'ambassadeur du Brésil à Paris, étant entendu que, vous savez, depuis toujours, j'ai souhaité que la Guyane s'intègre dans son environnement géographique. Il est tout à fait anormal de partager 700 km de frontière avec le Brésil, 500 km avec le Suriname, et d'être coupé de notre environnement sud-américain. C'est pour cela que je suis allé à la Commission des Affaires étrangères pour faire passer un certain nombre de messages et que la Guyane soit reconnue entre le Mercosur et le CARICOM comme une entité représentative de l'Union européenne. Vanessa. Alors, votre première journée au Sénat, comment ça s'est passé? Très calmement, vous êtes comme un élève qui rentre en 6e. Hein. On vous conduit, on vous guide, on vous donne votre petite valisette avec tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir un sénateur. On vous prend en photo, on vous amène dans tous les circuits et puis très rapidement vous prenez vos marques. J'ai été quand même agréablement surpris de voir que 24 heures après mes premiers pas, tous les huissiers du Sénat connaissaient le sénateur parce que c'est comme ça, ils ont des fiches pour ne pas se tromper. Antoine Karam, on entend tellement de choses sur un sénateur, notamment sur la rémunération, sur la retraite à vie, ce qui est sûrement vrai d'ailleurs. Ça touche combien un sénateur? Un sénateur touche 5 300 € par mois. Et sa retraite, c'est quoi? Sa retraite, eh bien, comme il y a une double cotisation, je suppose qu'il va toucher 2000 ou 2500 €. Enfin, je ne m'en suis pas encore préoccupé. Oui, bien sûr. Je ne suis pas très proche de la retraite, je préfère vous le dire. Voilà, en tout cas, un vrai chiffre. On a entendu parler de 9 000 €. Non, il y a 2 choses. Il y a donc la rémunération, et puis il y a ce qu'on appelle l'IRFM, qui permet aux sénateurs d'avoir une représentation. Quand vous êtes à Paris, il faut être hébergé, il faut pouvoir déjeuner, il faut aller traverser le territoire, il faut prendre le train, le taxi, vous déplacer, il faut vous habiller. Ouais. Vous habiller. Nous ne sommes pas dans un pays comme en Guyane, il faut tout le temps être costume, cravate. Vous ne rentrez pas dans l'hémicycle si vous n'avez pas une cravate. Alors tout cela... Enfin voilà, des vrais chiffres comme ça... Mais tout cela est vérifié, contrôlé. Il y a une Cour des comptes qui surveille les faits et gestes des parlementaires. Vous travaillez sur quel dossier en ce moment, Antoine Karam? Alors en ce moment, je travaille sur 2 dossiers. En ce moment, je travaille sur le dossier de la transition énergétique. La loi arrive au Sénat la semaine prochaine. Et vous savez qu'en Guyane, 35% de la population à l'intérieur du territoire est privée d'électricité, 15% sur le littoral, c'est énorme. Donc j'espère faire passer un amendement pour qu'on puisse rétablir la situation et qu'on aille vers ce qu'on appelle les énergies renouvelables, notamment la biomasse ou le solaire.
Allez, comme vous êtes souvent sur Paris, quel regard portez-vous sur le fait d'actualité en ce moment, le nini de l'opposition concernant l'élection dans le Doubs? Toute petite élection, mais bon, un gros bruit, et on sait pourquoi d'ailleurs. Que pensez-vous de ce positionnement-là de l'UMP? Enfin, moi, j'aurais été électeur, j'aurais voté contre le Front National. Parce que le Front National, c'est l'antithèse de la démocratie, c'est du populisme et qui ne propose rien du tout. Mais enfin, ceci dit, l'UMP est dans son jeu, hein, dans sa stratégie, en prévision de ce qui va se passer en 2017. Bien sûr. Vanessa. Comme politique, en tant que sénateur, je ne sais pas si au Sénat vous pouvez en parler, quel regard portez-vous sur la violence qui sévit en ce moment dans le pays? Dans quel pays vous parlez? En Guyane. Ah bon, d'accord. En Guyane, j'ai manifesté dimanche aux côtés des jeunes et des élus qui étaient présents, considérant qu'au-delà de ce qui s'est passé avec ce jeune, il y a vraiment un phénomène de violence qui ne nous échappe pas. Nous sommes au cœur de la mondialisation avec des images et les réseaux qui font tout pour pouvoir montrer qu'il y a une violence permanente dans notre société. Il faut qu'on arrête cette violence et comment l'éradiquer. Moi, je pense qu'il faut repartir de la base, d'abord dans les familles et aussi à l'éducation. Moi, avant d'être un homme politique, je suis un formateur, un éducateur, et vous devez comprendre que je prendrai ma part dans ce combat qu'il faut mener pour éradiquer la violence sur notre territoire. Et puis, il faut faire les jeunes faire du sport, il faut les occuper, il faut être présent, les entendre, les écouter. C'est important. Allez, parlons politique. En Guyane, la gauche se refait une santé dans l'Hexagone. Et en Guyane, le Parti socialiste reste le parti le plus fort du département. Dites-moi si je me trompe, avec des maires importants, sénateurs, députés. C'est de bon augure, ça, pour la collectivité unique. Le Parti socialiste guyanais. Reste le plus fort. Oui, non, vous n'avez pas dit guyanais. Ah, j'ai pas dit guyanais. Ben oui, le Parti socialiste guyanais reste je dis dans le département. Bon, il faut rester modeste. Vous savez que la vie politique est faite de fluctuations. Hein. C'est un peu comme la marée montante et la marée qui baisse. Les basses marées, bon, nous sommes dans une bonne période parce qu'il y a un travail de fait et puis le parti est au cœur de sa refondation, de sa restructuration. Il occupe le terrain. Moi, je me réjouis que la vie politique soit animée par des partis politiques parce que j'ai toujours fustigé le PSE, c'est-à-dire les sans étiquette. Oui, vous l'avez toujours dit, effectivement. Vous êtes l'homme à fréquenter en ce moment, disons les choses franchement. Si le Parti socialiste se porte bien, vous y êtes pour quelque chose? Vous êtes l'homme à fréquenter? C'est vous qui devez juger. Moi, je ne peux pas m'auto-juger, si on peut dire. Je ne suis pas plus fréquentable qu'avant, moins fréquentable qu'avant. Je suis un militant. Sur le terrain. Hier, j'étais à Patou, j'étais à Saint-Laurent-du-Maroni. Quand je suis en Guyane dans la circonscription, je rencontre énormément de monde. Beaucoup de personnes qui ont des dossiers sensibles à traiter. Je reste un élu de proximité, mais aussi sur les grands sujets qui nous préoccupent, l'octroi de mer, les chambres consulaires, les collectivités territoriales, les mairies. Donc je suis très présent sur le terrain. Disons les choses franchement, ne tournons pas autour du pot. Vous serez candidat pour la collectivité unique? Je ne serai pas candidat pour la collectivité unique puisque... Vous ne faites pas comme certains, ils disent non et puis ensuite ils changent d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis. Même si on m'a reproché d'avoir changé d'avis pour aller au Sénat, mais là je ne changerai pas d'avis. Qu'on a passé 18 ans à la tête de la région, on a un autre regard de la vie politique et puis je pense que j'ai assez à faire dans tout ce qui se passe au Sénat. Je suis très bien là où je suis à l'heure actuelle. Et puis activité intense également dans votre circonscription et aussi proposition de loi qu'on supprime l'ordonnance de 1928 depuis le temps. 1828. 1828. L'ordonnance royale de 1828 concernant les prêtres. qui permettait de rémunérer les prêtres en Guyane, alors qu'il y a eu en 1905 la loi de séparation entre l'Église et de l'État. La colonie de la Guyane a continué à rémunérer ses prêtres jusqu'à 2012 et 2013. Là, nous avons pris une délibération, mais pour que les choses se fassent dans la conformité, il faut abroger la loi, il faut changer ce texte réglementaire. Je m'y attelle pour avoir participé il y a quelques jours à un séminaire important organisé sur la laïcité. La France est un pays laïque. Dans tous les départements, les prêtres ne sont pas rémunérés, sauf en Alsace-Moselle, c'est un cas particulier, et en Guyane. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous prenez l'avion demain? Pas du tout. Non, je suis encore là. J'attends l'inauguration de l'université. Vous savez, effectivement. Moi, je viens de l'université. Nous nous sommes battus pour obtenir cette université de la Guyane de plein exercice. Je vais être. Alors justement, nous ferons un débat là-dessus. Et le débat, ça sera l'université, un petit peu comme le débat du Club de la Presse, l'université de Guyane, oui. Et après, je vous pose la question. Et après, bien l'université qui va grandir, parce que nous avons un atout extraordinaire, c'est notre démographie. Dans un pays où la majorité de la population a moins de 25 ans, dans un pays qui voit sa population doubler tous les 20 ans, l'avenir est en nous.
Nous allons construire un pays avec une université. Merci Antoine Karam d'avoir répondu à toutes nos questions et d'être passé sur le plateau du rendez-vous de l'info. Notre deuxième invité est un grand tennisman, un grand champion. C'est la Ligue de tennis qui l'a invité. Pourquoi? La réponse d'ici quelques minutes pour l'heure. Voici le rendez-vous du Prime. Grand reportage ce soir, extrait. La menace de la pension a fait trembler des générations de cancres. Mais aujourd'hui, face à des parents parfois éberlués, de plus en plus de jeunes demandent l'internat. C'est un vrai sacrifice, quoi. Dans une vie, c'est de se dire, voilà, pendant 5 jours, je ne vais pas être avec lui. Donc il faut être totalement confiant. Présenté par Claire Chazal, grand reportage, mercredi à 20h15 sur ATG. Voilà pour le rendez-vous de ce soir. Notre deuxième invité, Ronald Agénor. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, très content d'être en Guyane. Alors, effectivement, les gens d'une certaine génération connaissent votre parcours parce qu'on vous a vu à la télévision sur les grands tournois de tennis, mais pas forcément la nouvelle génération. Vous avez atteint la 22e place mondiale. Vous découvrez le tennis à 10 ans au Congo. Vous étiez donc un athlète de haut niveau. Du travail et un peu de chance, alors plus de chance, de travail. Comment on atteint ce haut niveau-là? Je pense que depuis mon séjour ici, je répète toujours la même chose. Il y a un mot-clé qui s'appelle la passion du jeu. Et ça, je l'ai communiqué aussi au-delà du travail. Au-delà du travail, parce que une fois qu'on a passion de quelque chose, le travail ne compte plus, les sacrifices ne sont plus des sacrifices, on le fait dans la joie. Et c'est pour ça que ma carrière a duré près de 19 ans, l'une des plus longues carrières de l'histoire du tennis. Et donc j'ai arrêté ma carrière à 37 ans, j'étais presque parmi encore les 100 premiers du monde. Exact. Et c'est vraiment un plaisir d'avoir été un athlète de haut niveau, c'est une joie immense. Et on voit des images. À l'époque, vous aviez beaucoup de cheveux. Ronald Agénor, c'était le look de l'époque. Hein. Exact. Très honnêtement, c'était le look de l'époque. Et là, c'est quel match? C'est un quart de finale contre Michael Chang qui a été imbattable pendant 2 semaines et alors, je suis passé à la trappe. Pourtant, je menais à chaque fois. Vous vous rappelez encore de ce match-là? Oui, parce que c'est peut-être l'une des seules fois dans ma carrière où j'avais une chance d'aller au bout dans un tournoi du Grand Chelem, mais je me suis heurté à un mur comme tous les autres joueurs. Oui, c'était un athlète particulier aussi, Michael Chang. On se rappelle du coup de la banane avec Ivan Lendl. Voilà, pour ceux qui suivaient le tennis dans ces années-là. Votre regard sur le tennis en France, dans l'Hexagone, toujours éliminé au 2e tour de Roland-Garros, c'est mental, c'est quoi? Dites-nous. Je pense que les joueurs français ont toujours eu un grand confort à la maison. Ils sont très gâtés, si on peut dire, comparé à certains autres pays. Et donc, il est sûr qu'avec ce type de confort, des fois, ils n'ont pas envie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est un système qui est assez difficile des fois à gérer. Mais bon, ils sont quand même parmi les 10 meilleurs joueurs du monde et il leur manque en fait le dernier, ce que Yannick Noah a réalisé et que les autres Français auraient dû quand même arriver à ce niveau-là, gagner un tournoi du Grand Chelem. On disait ou on dit encore tennis, sport de bourgeois à une certaine époque, et très peu de Noirs étaient dans le circuit. On parle d'Arthur Ashe, de Yannick Noah. Vous en faisiez partie également. Est-ce que vous aviez une fierté particulière par rapport à ça? Il est certain que quand on évolue dans un milieu où, à une époque, les Noirs n'étaient pas acceptés dans le milieu du tennis, on a une joie particulière, mais aussi c'est comme si on était en mission. Vous voyez, donc j'ai eu la chance de participer à la première contre Yannick Noah en 1987 à Bâle, en Suisse. Nous avons disputé ensemble la première finale noire de l'histoire du jeu. Et donc c'est un moment assez fort, mais qu'on n'a pas ressenti pendant ce moment-là. C'est après les années passées, on réalise que c'était quelque chose de grandiose quand on regarde l'histoire du tennis. Et effectivement, mais la France est quand même produit le plus de joueurs noirs ces 20 dernières années. Oui, c'est vrai. Regardez ça. Alors, vous avez eu des hauts et des bas dans votre carrière. Est-ce que le jeu et le niveau de jeu sont forcément dépendants de l'état mental? Absolument, et je pense que ceux qui gagnent les grands tournois arrivent à gérer mentalement
leurs émotions personnelles. Vous savez, on traverse tous des périodes, on a tous des hauts et des bas dans la vie. Et puis, des fois, il y a des problèmes de famille, des problèmes personnels, des problèmes relationnels. Donc, on arrive à un certain moment, on est plus fragile. Et puis, ceux qui gagnent les tournois du Grand Chelem, je pense qu'ils arrivent à mieux gérer leurs émotions et ils vont au bout. Vous êtes en Guyane pour quelle mission? Donc je rappelle, c'est la Ligue de tennis qui vous fait venir ici en Guyane. Vous êtes venu faire quoi? Je suis venu repérer un petit peu les talents guyanais et puis à l'invitation de la Ligue et puis de leurs sponsors. J'ai répondu présent pour venir participer au développement du futur du tennis guyanais parce que je pense qu'il y a beaucoup de talents ici. Et de ma position géographique, je vis en Floride, j'ai une académie de tennis et j'ai pensé que un pont entre la Floride et la Guyane serait intéressant pour développer le tennis de haut niveau ici en Guyane. Et puis aussi, il y a un avantage énorme avec les États-Unis, c'est qu'on recherche des joueurs pour les collèges américains. Ils ont des bourses complètes. Donc le niveau à atteindre n'est pas excessif. Et je pense qu'ici, il y a déjà une base, il y a de très belles installations sportives. Et puis, il y a des bons entraîneurs de base pour la formation. Et donc, il y a un potentiel à exploiter. Et puis, bon, de mes origines antillaises, je pense qu'on est, quelque part, on est un petit peu reliés. Alors, vous ne restez pas sur Cayenne, vous allez un petit peu partout. Vous allez à Saint-Laurent À Saint-Laurent vendredi, et demain je serai à Kourou. Je suis très heureux d'ailleurs d'aller là-bas. C'est un symbole. Vous allez en profiter pour visiter, faire la visite de la base spatiale peut-être. La Ligue de tennis a prévu ça? Absolument, et comme je l'ai dit, ça va être un grand moment. D'accord, très bien, on va suivre ça de très près. Entre un Bourgogne, Nuits-Saint-Georges ou un Lalande, Pomerol, vous choisissez quoi? Pomerol. Pomerol, quand même. Non, si on parle de vin, c'est parce que monsieur a habité Bordeaux pendant un bon moment. Vous chantez aussi. Racontez-nous le lien avec Bordeaux. Oui, Bordeaux, c'est une grande histoire. On m'a surnommé l'Haïtien de Bordeaux parce que bon, j'avais continué à représenter Haïti. Et puis Bordeaux, bon, c'était ma ville d'adoption. Mes amis, ma carrière, c'était quelque chose d'habiter à Bordeaux. Mes frères et sœurs. Mes parents sont enterrés à Bordeaux. J'ai encore de la famille là-bas. Donc ma relation avec Bordeaux était très forte. Et puis bon, la musique c'était aussi une passion. Donc j'ai composé une musique qui s'appelle J'ai le Bordeaux Blues. Et puis voilà, donc les paroles c'était un bon vin. Voilà, donc donc c'était un petit clin d'œil à Bordeaux. Voilà. C'est bien ça. Ouais. Vanessa, dernière question. Après 19 ans de carrière, vous êtes encore dans le tennis. Vous n'arrivez pas à le quitter. C'est votre passion. Vous voulez pas faire autre chose? Alors j'ai un album qui va sortir en fin d'année qui s'appelle Les cordes de ma vie. Donc les cordes de raquette, puisque je fais de la guitare aussi, c'est les cordes de guitare. Donc c'est un petit peu, tout ça c'est relié. Donc la musique c'est de l'art, le tennis c'est de l'art. Je pense que il y a vraiment une passion des deux côtés. Allez, on s'adresse à ces jeunes tennisman, les filles aussi. Un grand professionnel vous regarde, restez concentrés. Peut-être qu'une grande carrière s'offre à vous grâce à la Ligue de tennis et ses sponsors, parce que c'est important d'avoir des sponsors pour mener toutes ces actions-là. Merci Ronald Agénor d'être passé. On remercie aussi la Ligue de tennis représenté par tous ses amis. Et on salue Monsieur Pita de passage. Allez, dans quelques instants, notre troisième invité, parce qu'il y aura la nuit de l'Aquafit, ma chère Vanessa, que vous connaissez, vous avez fait un reportage là-dessus. En attendant, voici votre chronique. Et ce soir donc Guyane pionnière, ou comment entreprendre au féminin. Donc les pionnières aguerries comme Paulette que nous avons reçues de Yanagam et des débutantes se sont réunies la semaine dernière pour la première réunion de rentrée de Guyane pionnière. Regardez. Je suis Sonia Francius, la directrice de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, en charge des droits des femmes et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Aujourd'hui, je suis à la Maison des associations à Kourou, dans une rencontre organisée par Guyane Pionnière. Alors Guyane Pionnière accompagne près d'une cinquantaine de femmes qui d'une idée s'engagent pour
pour réussir une entreprise. Donc là, après 2 heures de temps, je les ai bien entendues individuellement chacune. On a pu faire le point, je peux voir maintenant comment continuer à les aider parce que l'entrepreneuriat au féminin participe aussi au développement de l'économie de ce pays, le pays Guyane, qui en a vraiment besoin. Bonjour, alors je m'appelle Christiane Joinville, je suis expert en images et relooking. Alors je suis à la maison des associations de Kourou avec Madame Bonifaci Valentine qui est responsable de Guyane Pionnière, Femmes Entreprendre, avec les Sœurs Optimistes. Donc je suis venue afin de rencontrer d'autres pionnières qui sont comme moi dans le but de créer une entreprise et de pouvoir la faire fructifier. Voilà, donc c'était à la toute nouvelle maison des associations de Kourou. Et puis, si vous voulez plus d'informations, parce que franchement, c'était une très belle rencontre. Toutes les filles se sont présentées et ont présenté leurs projets, débutantes ou pas. Et donc, plus de renseignements sur le site internet de Guyane Pionnière. Guyane Pionnière, des femmes qui ont des idées derrière la tête, et pas seulement d'ailleurs. Merci Vanessa. Allez, ce vendredi, il y aura donc la nuit, Aqua Night, je ne sais pas pourquoi je veux changer le nom. Aqua Night, ça se passera au Break à partir de 20h. Pour nous en parler, Eric van der Drich, il est avec nous, c'est le concepteur d'Aqua Stand-Up. Bonsoir. Bonsoir. Dites-nous ce que c'est Aqua Stand-Up déjà. L'Aqua Stand-Up, en fait, c'est un nouveau concept d'Aqua Fitness. Donc, on a l'Aqua Bike, on a l'Aqua Trampoline, on a plein d'activités en fait d'Aqua Fitness. Et l'Aqua Stand-Up, c'est une activité d'Aqua Fitness issue du stand-up paddle. Voilà, qui est une nouvelle activité, une nouvelle tendance. Et très efficace, très accessible. Alors, paddle, on va voir d'ailleurs des images pendant qu'on parle. L'image qu'on a du paddle, c'est beau gosse avec les tablettes de chocolat, les cheveux au vent sur le paddle. C'est ça aussi, ça fait rêver, ça donne envie? C'est ça, c'est ça en fait. Je pensais que la dire non, ce n'est pas que ça. Non, c'est pas que ça, mais c'est vrai que on a un petit peu, c'est l'origine du surf en fait. Hein, donc après, c'est une activité l'origine du surf, et c'est une activité qui est très accessible parce qu'on peut la pratiquer non seulement sur des plans d'eau très calmes, des rivières, et on peut aussi la pratiquer en mer, calme aussi, ou avec des vagues. Jeune, moins jeune. Jeune, moins jeune, tout à fait. Très bien. Alors, ça c'est pour le concept Aqua Stand-Up. Qu'est-ce qui va se passer exactement ce vendredi pour cette Aqua Night, toute cette soirée autour du Break Club? Alors, vendredi soir, en fait, à partir de 20h, comme vous l'avez précisé, on a plusieurs animations en fait, qui sont organisées pour inviter les gens à découvrir cette nouvelle activité. Parce que moi, en fait, comme je suis le concepteur du programme, je viens spécialement de Guyane pour former David David Osier-Lafontaine. Voilà, tout à fait, qui officie à la piscine du Break Club, qui ne fait pas que de l'Aqua Stand-Up, mais qui fait aussi plein d'activités. Et donc, j'invite vraiment toutes les personnes à vouloir découvrir l'activité, à venir pour tester cette activité autour de cette soirée avec plusieurs démonstrations. D'accord, très bien, Vanessa. Préciser que le public peut participer. Tout à fait, le public peut participer. Il peut venir aussi pour découvrir l'activité, regarder si voilà, on peut avoir quelques appréhensions puisque c'est quand même une activité qui est assez récente, qui est nouvelle, et on a besoin de tester pour vraiment la prouver. C'est pour ça qu'à l'occasion, on fait pas mal de démonstrations pour justement arriver à mettre le pied sur la planche, sur l'étrier. Mais effectivement, on peut participer à l'activité. Alors, une fois qu'on a participé à ces activités, qu'on y a pris goût et qu'on a envie très vite d'aller sur la plage de Montjoly, enfin toutes les plages de Guyane, il nous les faut, ces planches. Il nous faut aussi, comment ça s'appelle, la pagaie. La pagaie, ouais, tout à fait. Est-ce qu'on trouve ça en Guyane ou est-ce que tout ça sera mis en place ? Alors, en fait, là, l'avantage de cette activité, c'est qu'on va donner des notions aux gens pour arriver aussi à se déplacer et à utiliser en fait l'activité en extérieur. Donc, on rassure les gens par rapport à toutes les positions qu'on peut rencontrer. Après, c'est sûr que ces planches-là, on peut les trouver en location, on peut en acheter. Voilà, c'est accessible à tout le monde.
Voilà, et d'après ce que je vous venais de dire, vous êtes venu former aussi David Osier-Lafontaine pour qu'il puisse avoir quelque part une sorte de diplôme pour donner tous ces cours-là aussi. Exactement. À l'heure actuelle, on a à peu près 25 clubs en France qui proposent l'activité. On a aussi bientôt le Danemark qui va être formé au concept. On a aussi l'Italie, on a pas mal en fait de développement et ce sera vraiment une exclusivité sur la Guyane. D'accord, très bien. Dernière question. Les avantages de l'aqua stand-up sur le corps? Alors, en fait, c'est accessible à tout le monde. C'est pour avoir le plus beau corps du monde. Exactement. Hommes, femmes confondus. Après, on a vraiment un gros travail en fait sur toute la chaîne postérieure, le dos. On a aussi les muscles profonds qui sont sollicités, qui permettent d'éviter d'avoir des problèmes de dos, qui permettent de maintenir la posture. Voilà, c'est vraiment les muscles les plus importants. Transverse, muscles profonds des abdominaux, paravertébraux pour toute la colonne vertébrale pour tenir la posture. Et bien sûr, tous les autres groupes musculaires, puisqu'on a un travail en alternance cardio et renforcement musculaire sur l'ensemble du corps. Voilà, donc rendez-vous est pris, mesdames, messieurs. Peu importe l'âge, vous pouvez regarder ou même participer. Oui, Vanessa, vous avez une dernière question, c'est ça? D'accord, très bien. Tout. Rendez-vous vendredi, quelle heure? 20h30. 20h30 au Break Club. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci en tout cas d'avoir participé à notre émission. Ce soir, rendez-vous demain à la même heure. Et demain, on parlera d'une toute nouvelle activité ici aussi en Guyane. Et Tinali sera avec nous sur le plateau du Rendez-vous de l'Info. Passez une excellente soirée. Voici le journal national et international avec BFM. À demain. Bonne soirée. Havaianas vous a présenté le Rendez-vous de l'Info.